Bonsoir à tous. Bienvenue pour cette 10e et dernière émission du 18e Salon du Livre de Chaumont, une émission spéciale en compagnie de Valentine Gobi qui nous parlera de la résilience par le sport et nous offrira une lecture de son roman Murennes, accompagné par le musicien Xavier Liamas. Valentine, je vous présente en quelques mots. Votre premier roman, La Note sensible, a été publié chez Gallimard en 2002. Depuis, vous avez publié une dizaine de romans, dont Kinderzimmer en 2013 chez Actes Sud, qui a obtenu de nombreux prix. Vous écrivez aussi beaucoup pour la jeunesse, on va en reparler un petit peu, et vous êtes conseillère pour le Festival du Livre de Metz depuis 4 ans. Et donc en août 2019, vous avez publié Murennes, le voici, aux éditions Actes Sud, et en août dernier, vous avez publié L'Anguille aux éditions Thierry Magnier, qui, sans être une adaptation de Murennes, en reprend quand même certains motifs, certaines lignes de force. Je le résume et on en reparlera ici et là. C'est l'histoire de Camille, qui est née sans bras, qui va déménager, quitter son collège, quitter une petite ville qu'il avait toujours connue comme ça, sans bras. Et là, dans son nouveau collège, eh bien, tout le monde la regarde et tout est à recommencer pour elle. Et puis, il y a Alice dans ce collège, un garçon obèse qui est dans la même classe qu'elle, et c'est aussi l'histoire de leur rencontre. Mais revenons d'abord à Murennes, que je résume brièvement. L'histoire commence à l'hiver 56. François, un jeune homme de 22 ans, part travailler dans le Nord. Le camion tombe en panne dans les Ardennes. Il part chercher de l'aide, passe près d'une voie ferrée qui semble désaffectée, monte sur un wagon et subit donc une terrible électrocution qui va meurtrir son corps puisqu'il va perdre ses 2 bras. Donc il y aura le long séjour à l'hôpital, il y aura le retour à Paris, il y aura son corps bouleversé, les regards sur ce corps dans la société, et où en est la médecine en 56 et les années qui suivent. Et puis il y aura des retrouvailles, on va en parler, particulières avec la nature, ce moment où il se baigne. Il y aura le sport, il y aura l'amour, il y aura la politique. C'est un roman très très riche. Alors je crois que l'écriture de ce livre a été déclenchée par la vision de Zhang Tao au JO de Rio, ce nageur chinois. On le retrouve dans L'Anguille, d'ailleurs. Donc il y a forcément une part très importante du sport dans votre roman, dans cette histoire, mais on sent bien que le carburant de l'écriture se situe ailleurs, se situe un petit peu à côté. Et je repensais au motif de la guerre, qui est quand même assez présent dans ce roman, parce qu'il y a les Ardennes, parce qu'il y a l'Algérie, parce qu'il y a surtout les amputés, les blessés de la guerre de 40, qui, eux, ont besoin de cette prothèse. D'ailleurs, le médecin que voit François, c'est un chirurgien militaire. Et du coup, je me disais, est-ce que finalement, vous n'avez pas écrit une sorte de tragédie? Est-ce qu'on peut aller de ce côté-là? Merci pour cette traversée du livre qui montre qu'un sujet est souvent un prétexte, évidemment. D'abord, peut-être parce que ce roman se raccorde aux autres, ceux qui le précèdent et qui font qu'il y a évidemment des lignes de force qu'on va retrouver dans chacun des livres. Je dis ça en regardant par-dessus mon épaule parce que c'est pas un projet évidemment préétabli, mais je me rends bien compte que les corps en guerre contre des figures d'empêchement très fortes qui pourraient les réduire à l'impuissance. Ça va de la déportation à la maladie, à la colonisation, enfin des formes de domination sur le corps qui lui nuisent, eh bien, sont évidemment, c'est vrai, beaucoup au centre de mon travail. Et c'est le cas de François aussi, qui est d'abord en lutte contre ce qui lui arrive. Mais c'est vrai que la figure, le sujet de la guerre est très présent dans mon travail parce que il me semble que l'existence est une sorte de grand combat vain. C'est justement le motif de la tragédie. On sait qu'il est perdu d'avance. Il est perdu puisque nous sommes tous condamnés à disparaître. Et moi, ce qui m'émerveille, c'est à quel point nous tenons au combat dans cet intervalle qui nous sépare de cette fin programmée. On ne peut pas la refuser. On est totalement impuissant devant le dénouement qui s'annonce. Et pourtant, l'espèce humaine a une espèce de vigueur, de force à se tenir debout
dans les batailles qui fait mon émerveillement. Et c'est vraiment ça qui me pousse à écrire. Alors oui, c'est une tragédie, mais c'est une tragédie qui provisoirement se termine bien. François est un être humain, il va changer d'espèce, c'est ce que je dis dans le livre, c'est-à-dire s'adapter, se transformer à un nouvel environnement qui est d'abord celui de son corps et qui va le conduire vers l'eau. Et donc, dans cette bataille-là, il va triompher. Ça n'est que partie remise, évidemment, pour la grande bataille finale dont nous savons que nous ne triompherons pas. Mais en attendant, il y a ces victoires provisoires. Et la tragédie, elle a aussi cette spécificité qu'elle est annoncée dès le début. Et c'est aussi comme ça que j'ai voulu construire le livre, c'est-à-dire que d'abord, il s'ouvre sur une scène qui dit tout de l'accident qui est déjà arrivé, puisque c'est un corps déjà mutilé qui est devant le bassin d'une piscine. On va ensuite revenir en arrière sur ce qui a causé le terrible accident et puis toute cette genèse vers l'idée d'une renaissance. Mais ça s'ouvre en effet sur un corps qui est déjà frappé par l'accident. Et puis, on pourrait dire, je ne sais pas vraiment des chapitres, mais enfin la première grande partie du livre s'ouvre sur une course dans Paris, où on voit ce corps magnifique, un jeune homme de 22 ans, que j'ai vraiment voulu superbe et qui est une machine parfaitement huilée. Il se sert de son corps pour travailler aussi. Donc c'est un homme dont le corps est vraiment au centre de l'existence. Il travaille sur des chantiers, il grimpe des échafaudages. On sent que son corps répond à tous ses désirs. Ça n'est qu'un serviteur de ses désirs. Eh bien, cette grande marche dans Paris, il marche vers sa fiancée, est ponctuée d'anticipation constante vers la grande amnésie qui va le frapper, puisque tout ce qu'il est en train de vivre va disparaître avec l'accident. Et donc c'est l'annonce, comme ça se fait dans une tragédie antique, souvent par le cœur, de ce qui va se produire. Et ça, l'idée était évidemment d'associer le lecteur à la fois à ce moment de grande joie, qui est celui qui est en train de vivre le personnage, et joie qui est amplifiée par la catastrophe annoncée. Donc c'est une tragédie dans son histoire, ce livre, mais j'ai essayé aussi d'en faire une tragédie dans sa construction. Parlons justement de cette première partie. Je parlais finalement de l'accident et puis des 45 jours à l'hôpital. C'est une partie assez impressionnante dans le livre, par la place qu'elle prend et par le travail que vous faites pour être au plus près du corps de François. Alors on n'est pas minute après minute, mais on est quand même jour après jour auprès de ce corps qui ne peut plus bouger, qui souffre terriblement, qui n'est raccordé au monde que par les visages qu'il voit apparaître vraiment au-dessus de lui, par les mots de Nadine, l'infirmière. Donc il y a ce raccord avec les mots qui est très très important pour savoir juste qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui m'arrive, etc. Est-ce que vous pouvez revenir sur l'écriture de ce moment et sur aussi ses sources, parce que j'imagine que vous avez côtoyé et interrogé des médecins, enfin des gens du corps médical qui ont un savoir et qui ont aussi une langue. Et ça a dû forcément jouer pour vous de les entendre, quels mots ils utilisaient pour raconter ce genre d'histoires terribles et de corps meurtris. Oui, pour moi, ça faisait pas partie du projet, en fait, l'ampleur qu'a pris cette partie dans la chambre d'hôpital, qui est finalement la première matrice. Pour moi, la vraie matrice du livre, c'était la piscine. Donc mon scénario, après avoir vu l'image de ce champion dont vous parliez tout à l'heure, Tseng Tao, champion paralympique sans bras, triompher donc aux Jeux de Rio, moi j'avais envie de raconter l'histoire d'un homme qui perd en effet une partie de son intégrité physique et qui se reconstruit dans la piscine. Donc il lui arrive un accident affreux, il se réveille après un grand coma et il fait face à ce corps qu'il n'avait pas anticipé. Ça, c'est mon scénario de départ. Mais comme moi, je voulais m'adosser aussi à des événements historiques importants, c'est-à-dire que l'histoire de cet individu permette de raconter une histoire collective plus vaste, qui est celle de la naissance du handisport dans les années 50. Moi, j'arrive dans un hôpital qui a accepté de me recevoir, parce que j'ai en effet beaucoup travaillé avec des médecins, qui était l'hôpital d'instruction militaire des armées de Percy, qui est une sorte d'annexe des Invalides, si on veut, du Val-de-Grâce. Et je soumets mon scénario au chef du service de rééducation fonctionnelle,
Et un petit rire poli accompagne mon scénario. Et avec un grand sourire, le professeur Lapère m'annonce que dans les années 50, il n'y a pas de coma artificiel. Et que mon personnage va devoir subir en conscience tout le travail qui est fait sur son corps par une équipe de soignants qui probablement accomplissent là un miracle au vu de la gravité de cet accident. Quand on parle d'un arc électrique, on parle d'une brûlure externe et interne. Et bon, je rappelle que dans les années 50, il n'y a pas de service de grand brûlé encore. Enfin, il y en a un à Lyon, à l'hôpital Saint-Luc, en 52, mais on ne sait pas très bien comment faire avec des blessures aussi graves. Donc c'est l'hôpital militaire est le bon endroit pour se renseigner sur ces questions-là. Mais je me rends compte que je dois réadapter entièrement mon scénario. Je ne peux pas faire cet homme se réveiller subitement avec un corps réparé. La réparation est faite sur son corps en conscience. Donc, il y a non seulement la nécessité de restituer l'ensemble des gestes du corps médical sur le corps physique, mais aussi tout ce que ça initie en termes de réflexion sur soi, par un personnage qui est certes, dont on allège les souffrances par la morphine et des antidouleurs qu'on connaît aujourd'hui, mais il n'y a pas d'imagerie médicale, et pour parler à un homme aussi malade et savoir comment évolue son état, il faut qu'il soit conscient, il faut même qu'il mange. C'est des gens à qui on met un entonnoir dans la gorge, et on leur verse du lait et des œufs battus. Il n'y a pas de perf à 3000 calories, il n'y a pas tout un arsenal qui, moi, m'était familier parce que voilà, je vis dans mon époque, n'existe pas. Et tout d'un coup, je me rends compte à quel point l'enjeu va être énorme, puisque, étant conscient, il va falloir qu'il participe au choix de rester vivant. Ça ne peut pas être simplement le choix du corps médical qui va faire battre son cœur, qui va restituer une pression sanguine acceptable pour son cœur. Ça ne peut pas être simplement des gestes médicaux. Il va falloir que je travaille en parallèle, en même temps, sur le désir de se raccorder à la vie, sur ce qu'est être vivant, non pas d'un point de vue physique, mais psychique, c'est-à-dire désirer vraiment. Et ça change tout. Ça change tout, et d'ailleurs, la partie du handisport, finalement, et de la piscine va prendre le dernier tiers du livre, les 2 tiers étant concentrés vraiment sur toute cette rééducation à la fois physique et psychique qui passe par l'hôpital, mais pas seulement, parce qu'il y a toute la partie de rééducation et d'appareillage qui est centrale. Mais donc, il a pris une dimension beaucoup plus vaste, ce livre, et avec les médecins, c'est un travail passionnant. J'ai beaucoup travaillé sur l'ensemble de ces gestes et des techniques parce qu'eux-mêmes n'en ont pas forcément la mémoire et la genèse. Ils travaillent aujourd'hui. Le professeur Lapère me dit qu'il n'y a pas de coma artificiel. C'est pas pour autant qu'il est capable de me dire comment on fait une greffe en 1956. Donc il faut retrouver les personnes qui ont accompli ces gestes. Il faut lire des documents auxquels je ne comprenais rien au départ, mais il y a aussi du coup derrière l'écriture un travail collectif assez colossal, que moi, j'aime énormément et qui donne sens vraiment aussi à mon métier d'autrice. Oui. Alors, ce qu'il accepte, vous dites, il doit finalement, il doit décider quelque chose lui aussi, et ce qu'il doit accepter, il me semble, c'est alors d'être vivant, et c'est la métamorphose ça ouvre le livre. Vous citez Ovide, les métamorphoses, et on voit bien. Là aussi, la dimension de la souffrance de cette décision qui ne vient pas tout de suite, parce que la métamorphose, elle est d'abord complètement subie, c'est-à-dire on le voit aussi, même quand il sort de l'hôpital, en fait, il doit tout recommencer. C'est comme s'il naissait à nouveau, tout est vierge, tout est nouveau, tous les gestes, tout change, et on voit une évolution vers ensuite une métamorphose qui va être active en quelque sorte, où là il avance, lui, il sort de la grotte, puisque c'est le mot de son... quand il est allongé, il dit qu'il a l'impression d'être recroquevillé dans une grotte, qu'il ne veut pas sortir. Il est emmuré dans son propre corps, en fait. Voilà. Oui. Et là, il y a une sortie. Il y a une sortie. Mais moi, alors, j'aime bien travailler sur les figures de nourrissons. En fait... la vie est pleine de matrices, de genèse. Donc nous sommes des tas de fois des nourrissons. C'est ça, finalement, justement, ce parcours vers la tragédie annoncée, mais qui lutte constamment contre l'idée de tragédie. Nous mourrons tout le temps,
mais nous renaissons tout le temps jusqu'à ce que nous ne puissions plus renaître, jusqu'à ce que le corps arrête, en fait. Mais il y a un moment où c'est pas le corps, en fait, qui décide de la renaissance, c'est vraiment une force intérieure, un désir. Ça c'est le cas presque tout le long de la vie, jusqu'au moment où le corps cède. Et alors, j'avais travaillé aussi sur la figure du nourrisson dans Kinderzimmer, qui raconte l'histoire de ces femmes déportées au camp de Ravensbrück, déportées politiques pendant la Deuxième Guerre mondiale, et qui arrivent au camp. Et nous, on connaît l'univers concentrationnaire parce que les historiens ont travaillé dessus, parce que les témoins ont témoigné. Mais il faut imaginer ce qu'a pu être l'arrivée de ces gens dans un espace inédit, dont personne n'a jamais eu d'expérience précédente, et qui se retrouvent face à un langage entièrement neuf, comme un nourrisson quand il arrive au monde et qu'il ne peut pas exprimer le monde qui est autour de lui, ni par des gestes, ni par un langage. Il n'y a rien de connu qui lui permet de se situer, de trouver des repères. Eh bien, le corps de François, c'est pareil. Le corps de François qui sort de l'hôpital, qui a changé physiquement, bien sûr, profondément, n'est plus raccordé au monde dans lequel il vit. Il n'y a pas de place dans le monde pour ce corps-là. Et donc, c'est pas seulement, d'ailleurs, il doit recommencer. C'est plus que recommencer, c'est réinventer. C'est-à-dire que tous ces gestes ne peuvent plus procéder par imitation. Ça, c'est le propre du nourrisson. Le nourrisson a un modèle. Il n'y a même plus le modèle, parce qu'il n'y a personne à imiter. Qu'est-ce qu'on fait pour manger, s'habiller, faire l'amour, écrire quand on n'a pas de bras? Alors ça, c'est la grande différence avec mon petit personnage de l'anguille. Camille, elle est née sans bras et elle fait avec ses pieds ce que nous faisons avec des mains. Il n'y a aucune difficulté pour elle, et ça l'amuse beaucoup ça l'amuse et ça la vexe un peu d'ailleurs aussi, qu'on parle d'elle comme une personne handicapée, alors qu'elle l'est beaucoup moins que Alice, qui est obèse par exemple et qui lui peut pas faire de sport. Ce qui n'est pas son cas à elle. Bon, François, lui, se retrouve en effet dans un monde où chaque geste devient une chorégraphie, c'est-à-dire doit être pensé, cérébralisé, découpé en séquences pour être exécuté d'une manière neuve. Alors, il va essayer de le faire avec une prothèse, mais une prothèse, c'est un corps étranger sur un corps déjà étranger, et comme beaucoup de gens d'ailleurs qui sont amputés des membres supérieurs, il va devoir inventer d'autres façons d'exister, créer des objets, trouver des ruses, avec des matériaux existants. Bon, je lui ai donné une famille de couturiers, c'est pas pour rien, il fallait qu'il ait des alliés pour rechorégraphier ses gestes et sa vie, mais c'est donc vraiment un travail de création colossal. Et finalement, il est donc plus vulnérable encore qu'un nourrisson quand il arrive au monde. Sa seule force, le seul atout qu'il a, mais il est monumental et il va savoir l'utiliser, c'est son imagination. Alors on va en reparler de l'imagination, mais quand même arrivons à l'autre bout du livre, et pour évoquer quand même le handisport qui a sa place, et qui a sa place à travers un événement qui est important dans l'histoire du handisport, et qui sont les JO. Le roman se termine sur les JO paralympiques de Tokyo, et ce n'est pas anodin du tout. Et les JO, si j'ai bien compris, ont été très importants dans l'histoire du handisport pour changer les mentalités par rapport aux handicapés, aux sportifs handicapés. Alors ça, est-ce que vous saviez finalement que l'histoire allait se finir quand même là-dessus, ou est-ce que ça aussi, la fin a été aussi bouleversée, vous n'aviez pas forcément décidé de terminer votre roman sur ce motif-là? Mais bon, c'est Zhang Tao qui me donne l'idée du roman. D'abord, je veux que Zhang Tao soit dans mon livre. Ouais. C'est aussi une anticipation que je propose aux lecteurs, c'est de pouvoir comparer cette espèce de misère que sont les premiers Jeux paralympiques, où on parle des sportifs comme des gens courageux en lutte contre leurs problèmes urinaires, hein, et puis ce qu'on dira au moment des Jeux de Rio, auxquels on peut faire beaucoup de reproches aussi, parce qu'ils n'ont pas très bien traité les sportifs en situation de handicap, mais qui sont quand même l'événement sportif, le deuxième événement sportif le plus médiatisé au monde, quand même, hein, et où on distribue des médailles d'or avec
le sentiment quand même de récompenser des champions et pas seulement des types qui n'ont pas eu de chance et qui ont fait preuve d'un sacré courage et qui sont résilients. On considère, je pense, de plus en plus ces gens-là comme des athlètes. Mais ce n'est pas du tout le cas à l'époque. D'ailleurs, il y a même des débats colossaux au sein des associations de handisport. Alors, ça ne s'appelle pas comme ça, hein. La première association en 1954 en France, c'est l'Association sportive des mutilés de France. Donc, ce sont des soldats, souvent issus du milieu civil, hein, c'est pas des militaires de carrière, et puis des jeunes résistants qui, à la fin de la guerre, ont pris une grenade, une bombe, ont perdu une jambe, un bras. Et en fait, ils sont encore jeunes, ils sont en pleine possession quand même de leur capacité, et ils ont envie de pratiquer du sport parce qu'ils ont envie d'être beaux et qu'ils ont envie d'être énergiques. Et donc, ils vont avoir cette espèce de projet un peu fou, alors de faire du sport ensemble, parce que c'est pas facile, évidemment, de se mesurer à ce qu'on a appelé plus tard les valides, qui n'ont pas du tout les mêmes contraintes physiques. D'autant qu'en France, ce sera des personnes amputées, mais dans d'autres pays, ce ne sont pas ces personnes-là qui vont porter l'idée d'un sport pour des personnes handicapées. Par exemple, en Angleterre, qui sera vraiment le moteur de ce qui va devenir les Jeux paralympiques, ce sont des pilotes de la Royal Air Force qui se crachent pendant la Deuxième Guerre mondiale, et donc ça fait des blessures médulaires, donc la colonne vertébrale, paraplégie, hémiplégie terrible, donc des gens qui sont paralysés du bas du corps ou d'une moitié du corps. Et le professeur Gutmann, qui est un professeur allemand d'origine juive, qui a immigré en Angleterre dans les années 30 au moment du nazisme, va avoir cette idée géniale de dire, pour rééduquer ces gens, il faut aussi qu'ils s'amusent. Il faut qu'ils s'amusent et il faut qu'ils aient envie aussi de gagner, de concourir les uns avec les autres. Et donc, il va inventer le tir à l'arc en fauteuil, le basket fauteuil, et mettre les gens dans une piscine, pas seulement pour faire des mouvements, pour se remuscler, mais dans l'idée aussi d'être dans une petite forme de compétition. Et tout ça va grandir, je passe sur les détails, mais dans plein de pays, il y a des initiatives qui vont finir un jour, grâce au professeur Gutmann, par contacter le comité paralympique et dire nous aussi, on veut nos Jeux. Et donc, à Rome, pour la première fois, en 1960, on va voir des sportifs handicapés. Au début, c'est que des gens en fauteuil, donc ça va être très long d'associer tout le monde à ces compétitions, mais qui vont oser se montrer, en fait, dans leur corps bizarre et mutilé, dans des compétitions qui mobilisent pas les médias au même niveau, évidemment, qu'aujourd'hui, mais quand même, on les filme, on prend des photographies, quelque chose se joue dans l'image qui va pas mettre tout le monde d'accord. Il y a beaucoup de personnes réticentes, même dans les milieux handicapés. Est-ce qu'on a le droit de faire des exploits? Est-ce que c'est une vraie performance? Qu'est-ce que c'est qu'un champion qui en fait est mutilé dans une catégorie de gens incomparables avec lui du point de vue de la performance physique? Il y en a un qui a un bras, il y en a l'autre qui n'a pas de jambe. Bon, bref. Donc tout ça, c'est des débats qui vont être très longs, qui vont obliger d'ailleurs à réfléchir à des moyens de mesurer les performances qui sont d'une immense précision. Et c'est parce que se joue là l'idée que des vrais sportifs et de vrais athlètes peuvent exister dans le milieu du handisport, qu'on va trouver des moyens d'ailleurs d'évaluer la performance qui vont servir au milieu valide ensuite. Hein. Donc il va y avoir une émulation extraordinaire, et moi ça se finit en 64, j'en avais envie pour plusieurs raisons. D'abord parce que 64, c'est les deuxièmes Jeux paralympiques, ça veut dire qu'on est dans une ritualisation. Et donc, ça n'est pas un phénomène exceptionnel, 1960, ça devient un rendez-vous qui va revenir tous les 4 ans, comme les Jeux olympiques. Et donc, c'est le début d'une vraie reconnaissance qui est en route. Et puis, la deuxième chose, c'est Tokyo. Tokyo, c'est le Japon. Et le Japon, c'est le kintsugi. Et le kintsugi, c'est l'art des cicatrices précieuses par lesquelles on va recoller un objet brisé par des fils d'or qui donne plus de valeur à l'objet réparé qu'à l'objet dans sa forme initiale. Et moi, j'avais envie de terminer mon livre sur cette belle image d'un François augmenté, malgré sa perte. Et pour rebondir directement sur ça et sur justement le geste d'oser se montrer, d'oser être pris en photo, sur la question de la représentation, vous abordez dans le roman le motif du monstre. Alors vous appelez en renfort, et je vous comprends, Victor Hugo, l'homme qui rit, Quasimodo. Il y a cette question de la beauté, de la laideur dans ce livre, et je me souviens très bien, parce que j'ai eu l'occasion de discuter avec vous une première fois de ce livre, je me souviens très bien que vous aviez dit, François, je le voulais très beau.
Donc là aussi, dans la représentation de ce personnage, il y a quand même différentes facettes. Et nous-mêmes, en tant que lecteurs, pour l'appréhender lui, finalement, c'est quelque chose de... On a une appréhension presque dynamique au fil du roman. Parce qu'il y a cette question-là de la beauté et du monstre. Oui. Est-ce que vous pouvez revenir peut-être sur ce... Étymologiquement, le monstre, c'est celui qu'on regarde. Il peut être très beau. On peut être monstrueusement beau. Oui, c'est vrai. Voilà. En tout cas, le monstre, j'essaye de comprendre ce que c'est dans le livre. C'est celui qui est exagéré ou manquant. Un œil en plus, un bras en moins. Il a en plus et il a en moins. C'est-à-dire qu'il nous questionne sur notre propre intégrité et notre rapport à la norme. Il nous oblige à penser autrement la notion d'esthétique. Il nous interroge constamment sur les représentations qu'on a de notre propre corps. Alors, j'ai pris Gwynplaine et j'ai pris Quasimodo. Eux sont vraiment des monstres complets, puisque Gwynplaine, l'homme qui rit, c'est un homme dont on a découpé le sourire d'une oreille à l'autre quand il était enfant. Ça, c'est le XVIIIe siècle qui fabrique des enfants monstres pour les montrer dans les foires, souvent des orphelins. Et L'homme qui rit de Victor Hugo est un roman absolument extraordinaire sur la manière dont on façonne des monstres. Quasimodo, il n'est pas façonné, il est né comme ça. Et très longtemps, enfin jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, début XIXe, on considérait que les monstres étaient l'œuvre du diable. Et puis c'est la science qui a montré que c'était aussi des œuvres de la nature. C'est-à-dire que dans la nature, il y a donc différentes normes. Ça n'est pas une production du mal, ça fait partie du réel et du paysage. Et tout l'enjeu pour François dans ce livre, c'est une phrase qui est très importante pour moi, c'est de s'effacer sans disparaître. C'est-à-dire que son corps, qui est si différent, qui peut paraître monstrueux, finisse par appartenir au paysage, comme un arbre tordu pousserait sur la côte d'une falaise. C'est un arbre quand même, et il fait partie du paysage, et nous l'acceptons comme faisant partie du paysage. Eh bien, ni stigmatisé, ni rendu à une indifférence et au silence parce que nous aurions de l'embarras à le regarder, François cherche à appartenir sans pour autant s'excuser de son corps. C'est très difficile pour celui qui le vit de tenir sur ce fil-là. Évidemment, ça dépend du regard d'autrui, mais le regard d'autrui se force un peu aussi. Il y a plusieurs scènes où on va le voir, notamment avec un jeune homme qui s'appelle Bertrand Gary, qui est très provocateur, qui lui veut contraindre les autres à le regarder et qui préfère qu'on le regarde avec curiosité plutôt qu'on détourne les yeux. Et je crois qu'il y a cette quête aussi chez le monstre, c'est d'être regardé. Donc la question du monstre, elle pose la question de notre propre regard aussi sur la différence. Il y a l'intériorisation de ce que c'est être un monstre, mais il y a aussi comment objectivement nous en construisons par notre regard. Il y a cette phrase dans L'homme qui rit, il fallait qu'il eût bien peur pour avoir tant de courage. Non, j'ai pensé à cette phrase parce que c'est vrai qu'il y a la question aussi de la peur et du courage chez cet homme qui... alors je me souviens, vous n'aviez pas employé le mot de héros et on s'éloigne un peu de la tragédie, mais d'un mot beaucoup plus, là aussi, dynamique qui était celui d'aventurier. Je me souviens, vous aviez dit ça. C'est un aventurier. Ouais. Ce sont des aventuriers. De toute façon, c'est un livre d'aventuriers. Vraiment, pour moi, ce roman, ce sont des gens... Alors, qu'est-ce que c'est l'aventure ? L'aventure, c'est partir sans certitude. Avec un projet, mais sans certitude de réussite, en acceptant comme bienvenu tout l'inconnu qui se présente. Alors, François, évidemment, incarne cette figure de l'aventurier, puisqu'il arrive avec un corps inconnu dans un monde qui ne l'attend pas. Donc, c'est une espèce de martien qui arrive sur une planète dont il ne maîtrise aucun des codes et qui lui demande une grande adaptation. C'est une double aventure puisqu'il va se transformer en poisson, en murène, psychiquement en tout cas, et devenir quelqu'un d'autre, vraiment, sans savoir là non plus quelle est la fin de cette histoire. Mais il y a toute l'aventure collective qui est autour de lui. La médecine, à cette époque-là,
est un champ d'expérimentation absolument incroyable. Je disais qu'on était en train de créer des services de grands brûlés, c'est une aventure un peu folle. C'est aussi le moment où va naître la kinésithérapie. Jusque-là, on fait des petits massages et puis les gens sortent de l'hôpital et se débrouillent tout seuls. Le diplôme, il arrive en 1956 et il va changer la vie des personnes accidentées en leur redonnant une mobilité quand même, au moment où ils réintègrent la vie ordinaire. C'est toute l'aventure de l'appareillage qui est folle aussi, puisque à cette époque-là, on commence à expérimenter ce qui n'adviendra que plutôt 15 ans plus tard, 10-15 ans plus tard, l'appareillage intelligent. François, lui, il hérite d'une prothèse mécanique. Il est comme une grande marionnette, il y a des câbles partout, il y a du bois, il y a du cuir, il y a du métal. C'est d'une complexité extrême de manipuler ce genre de prothèse, parce qu'il faut penser absolument, disséquer chaque mouvement qui constitue le geste. C'est cérébralement épuisant et physiquement quasiment impossible. Parce que chaque fois que vous bougez une épaule, vous bougez beaucoup de muscles et beaucoup de tendons à la fois. Et bien, imaginez que ça déclenche chaque fois quelque chose qu'on ne peut pas maîtriser de façon très fine. Donc on devient une espèce de pantin impossible à animer. Et on commence à faire des expérimentations à cette époque-là sur des prothèses qui vont devenir ce qu'on appelle les prothèses myoélectriques, et qu'on va pouvoir diriger autrement, et notamment par les nerfs, par des réactions nerveuses, électriques. Bon. Mais tout ça est en train d'arriver. L'ergothérapie aussi, ça n'existe pas. Quand François sort de l'hôpital, personne ne lui donne des conseils pour l'aider à manger, à s'habiller. C'est un adulte, il a 22 ans, il retourne chez sa mère, il ne peut même pas boire. Donc, il y a cette tierce personne qui va arriver, ce qu'on appelle la tierce personne, qui a ce rôle-là, justement, d'éviter à la mère cette régression vers la mère nourricière, hein, qui est inacceptable pour François. Donc cette tierce personne qui arrive, qui est là pour tout faire, la toilette, torcher, coiffer, lire un livre, écrire une lettre, et dont lui veut se débarrasser, parce qu'il a besoin de son intégrité physique. Et donc, il y a là aussi toute une aventure que l'ergothérapie allègera considérablement. Aujourd'hui, il y a des outils pour aider les gens à travailler avec un corps manquant, déficient, mais à l'époque, non, il n'y a que son imagination. Donc, c'est toute cette aventure-là, et puis l'aventure, évidemment, de la naissance du handisport. François, il apprend à nager, comme plein de gens, il ne sait pas nager dans les années 50, mais il se retrouve avec beaucoup d'autres personnes qui sont dans son cas, qui vont faire du ski avec des amputations. Bon, tout ce climat d'ébullition, d'imagination, d'invention, même s'il est ponctué d'énormes échecs. François va d'échec en échec, mais c'est-à-dire qu'il est aussi comme Ulysse, hein. Il avance d'une étape à l'autre et ses échecs ne sont pas définitifs. Voilà, j'avais envie de montrer comment l'énergie, le désir de vivre pouvait le conduire dans cette grande aventure, cette grande folie qui est de devenir un homme ordinaire. Et le mouvement du roman, les différentes étapes après l'hôpital, c'est quand il retourne à Paris, et qu'à un moment, il y a quand même le monde qui est autour de lui. Alors, je ne sais pas s'il l'attend, mais il faudra bien qu'il fasse avec. Il ne peut pas rester seulement chez lui. Et il y a toute cette question du rapport au dehors qui se joue. Alors, le dehors, c'est à la fois la nature et en même temps, et là il y a un hiatus, la société dans laquelle il vit. Les moments où il est dans la nature, il y a une forme de paix qui lui est offerte par la nature, parce que la nature ne le regarde pas, et parce que la nature, c'est une espèce d'ordre très apaisant, où on se dit bien sûr que chaque chose est à sa place, qu'il n'y a plus de questions. Et ça le pousse. Il y a un désir quand même là qui se réveille. Il va vouloir regoûter à l'eau, justement, se baigner à nouveau. Donc c'est un moment qui le rassérène. Et en même temps, il y a une limite à ça, parce qu'il ne peut pas vivre là-bas. Il s'agit de vivre à Paris et de vivre aussi avec une apparence qui est problématique, parce que vous parliez des premières prothèses, mais ce que ça donne à François, ce que ça donnerait à François s'il acceptait de porter ces deux prothèses, c'est une apparence normale dans la rue. Enfin, on pourrait s'y méprendre. Donc, il y a aussi la question de, pour exister dans cette société, il faudrait se cacher. Enfin, vous voyez, il y a quelque chose là qui est assez vertigineux dans le parcours.
Mais c'est ça, enfin, tout l'effort que doit faire François, c'est d'accepter sa propre altérité. Parce qu'il a inventé des tas de machines, de ruses, de gadgets qui, chez lui permettent, c'est vrai, alors ça lui prend toute la journée, hein, il dépense bien ses 2000 calories par jour avec ses grandes constructions sur lesquelles il pose ses vêtements, ses brosses à dents, collecte des ventouses, il utilise le velcro pour se débrouiller au quotidien, mais ça veut dire être chez lui, puisque dès qu'il est dehors, il n'a plus tout cet appareillage maison. C'est aussi, en effet, la tentation du refuge et de la disparition dans un environnement qu'il accepte, hein, qui est celui de la montagne. Mais là, encore une fois, c'est le retrait par rapport à la société. La seule possibilité, c'est d'accepter sa vulnérabilité, son altérité et une part de dépendance. Voilà. Finalement, c'est un peu notre travail à tous quand même. Hein. Nous sommes tous des êtres manquants, déficients, monstrueux, bizarres. Nous sommes tous obligés d'accepter pour vivre dans le monde une part de dépendance aux autres, et en même temps, nous souhaitons notre propre autonomie. Cette négociation-là, c'est amplifiée et de façon assez spectaculaire, celle que nous devons faire, nous, tous les jours, depuis l'enfance. Mais il y a des enjeux qui sont énormes. En fait, c'est l'enjeu de l'autre. C'est comment est-ce qu'on peut vivre sans l'autre ? Parce que dans sa chambre, il n'y a personne qui le regarde. Et puis dans la montagne, il n'y a personne qui le regarde. On pourrait penser que c'est un cadeau, que ça le laisse tranquille, mais ça fait de lui un être qui n'existe plus, en fait. J'ai relu il n'y a pas longtemps un texte magnifique de Goethe sur les couleurs, et il disait « Est-ce que la robe est encore rouge quand personne ne la regarde ?» On pourrait se demander si la robe existe, mais c'est un texte sur les couleurs. Donc, voilà, c'est une fausse existence. Et donc, la relation à l'autre, elle est primordiale pour se sentir vivre. Il faut qu'il sorte de chez lui et qu'il accepte le regard d'autrui et sa propre gêne. Parce que même quand il est à la piscine avec les personnes handicapées, il est terriblement gêné lui-même. Il trouve qu'ils sont très laids. Il se rend compte à quel point il est laid lui aussi en les regardant. Et ça le vexe énormément d'être sommé de se raccorder à ce ghetto de gens bizarres. Il se dit même que peut-être seul dans un lieu comme ça, aussi restreint, avec des gens aussi bizarres, peut-être qu'il n'y a que là qu'il va pouvoir trouver l'amour et l'amitié. Donc il y a cette tentation de l'enfermement, mais il se rend bien compte que ça ne le mène nulle part. Sortir dans le monde, ça veut dire devenir un être agissant, en interaction avec les autres, ça veut dire se nourrir de l'autre, ça veut dire avoir un corps aussi, parce que c'est risquer l'amour, c'est risquer l'amitié, c'est risquer l'aventure collective. On est en pleine guerre d'Algérie. Quelque chose va le pousser aussi à rejoindre des mouvements qui ne sont pas centrés uniquement sur ses propres difficultés, là, parce qu'il est très engagé dans le mouvement des personnes handicapées pour une reconnaissance. Mais est-ce que les manquants, les souffrants, les déficients ne sont pas ailleurs aussi ? Donc, sa propre altérité, cette acceptation de sa propre altérité lui permet de reconnaître aussi les autres, leur altérité à eux, et de parvenir à rentrer dans le monde et d'y trouver une place. Mais sinon, ça ne vaut plus la peine. On est dans une espèce d'antichambre qui ressemble un peu à la mort. C'est une mort sociale, et la mort sociale, c'est déjà un peu de la mort physique. Et ce qui l'aide, c'est son imagination. Et elle vous aide aussi, l'imagination. Non, depuis le début de cet entretien, vous y avez déjà fait allusion quand il est allongé à l'hôpital. Vous y avez fait allusion en parlant du médecin qui devait imaginer comment ça se passait en 1956. Et on pourrait lire ce roman seulement du point de vue de l'imagination qui, vraiment pour vous, alors là pour rester du côté du corps et pour saluer Baudelaire, est une vraie faculté que tout le monde a, que tout le monde peut travailler et qui est utile à François, et il y a l'imagination de son père aussi, parce que pour toutes ses inventions, il se coltine aussi quelque chose à créer pour l'aider au quotidien. Donc c'est une vraie ressource pour lui. Elle est là. Ah oui, mais en fait, voilà. Enfin, moi, c'est mon métier, l'imagination. Enfin, c'est pas uniquement l'imagination. Mais ceci dit, attention, j'aime bien. Peut-être, il faudrait revenir sur ce que c'est vraiment que l'imagination. C'est pas une création ex nihilo. La production d'images, ça veut bien dire qu'il y a un matériau au départ.
C'est pour ça que j'aime tant la recherche, c'est parce que mon imagination, elle procède bien d'un matériau que j'ai déjà inventorié. C'est inventé, dans le sens de on va trouver quelque chose. Moi, j'aime pas le mot invention, parce que le mot invention suggère qu'il y avait un néant avant. Oui. Mais quand on dit inventer un trésor, le trésor existait, on l'a trouvé, les inventeurs. Ouais. Alors, je dirais pas inventer un trésor, moi. Je dirais le chercher ou être en quête d'eux, mais en fait, l'imagination, elle est vraiment une espèce de grand recyclage. Elle pousse sur un terreau qui lui préexiste. Et donc, c'est pour ça que pour moi, l'écriture, ça peut pas être un travail de pure descente en soi-même. J'ai besoin d'écrire avec les autres, avec des gens, des vraies personnes dont les histoires me colonisent, interfèrent avec les miennes, font écho, me font réfléchir autrement à mes propres questionnements, avec un matériau qui est l'histoire et qui permet à la fois de situer dans le temps et dans l'espace une histoire, mais aussi de proposer à travers ce temps et cet espace très situé une réflexion plus universelle. Mais il y a vraiment pour moi, il n'y a pas d'imagination sans interaction. Et c'est pour ça d'ailleurs que François commence à devenir quelqu'un à partir du moment où il sort de chez lui, pour moi. Parce que ça y est, il va pouvoir construire au-delà de lui-même, s'augmenter par les autres. Il y a quelque chose qui est présent dans Muren et dans L'Anguille. J'ai envie de dire, c'est vous dans le sens, pas dans le sens où vous êtes l'autrice, bien sûr, mais dans le sens où vous apparaissez. C'est quelque chose que j'avais apprécié dans Muren, que j'ai apprécié de retrouver dans L'Anguille. Il y a une espèce de proximité familière qui rejoint un autre geste romanesque dont on a un tout petit peu parlé au début, mais on n'a pas cité ce personnage qui est Nine, qui est l'amoureuse de François et qui fait partie du pan de vie qu'il va oublier. Et comme elle n'existait que pour lui, non, c'est pas ce que je veux dire, mais elle n'avait pas rencontré les parents de François, etc. Donc, en fait, si lui, il s'en souvient pas, personne peut dire, mais si, c'était son amoureuse. Elle disparaît de la mémoire du monde. Oui. Voilà, elle disparaît de la mémoire du monde. Et ça, c'est une confiance pour le lecteur. Voilà. C'est une confidence que vous faites au lecteur. Donc la proximité familière entre vous et nous, là, est très sensible. C'était un vrai geste pour vous, ça, cette forme de confidence qui nous relie? Oui. Non, j'avais vraiment envie, en fait, mais peut-être aussi pour accentuer le caractère tragique de cette disparition. Si elle n'existe que pour le lecteur, c'est qu'elle a vraiment disparu du roman et pour François. C'était une petite consolation, moi, que je m'offrais, parce que j'aime beaucoup aussi la relation entre Nine et François, qui d'ailleurs, sans qu'il le sache, puisqu'il a oublié l'existence de Nine, va rejaillir de façon un petit peu invisible pour lui, mais bien visible pour nous, qui nous rappelons Nine, dans toutes les rencontres qu'il va faire avec d'autres femmes ensuite. Ça, c'est probablement quelque chose que nous connaissons nous-mêmes dans nos existences, comment inconsciemment fructifie et continue à exister ce que nous avons intensément laissé de côté ou refoulé et qui nous réactive dans des relations qui ne sont pas sans lien avec les événements qu'on a vécus. Mais oui, dans ce roman, il y a plusieurs moments où, en effet, je me manifeste. Mais c'est aussi parce que j'avais envie de bien appuyer sur l'idée qu'on est dans une fiction et que c'est moi qui dirige, là. Ce sont mes personnages. J'accable François en toute conscience. D'habitude, je m'appuie beaucoup sur des trajets qui préexistent en fait au livre, des vies qu'on m'a racontées, des témoignages que je romance, mais dont le parcours en termes d'étapes est déjà défini. Donc je ne suis pas responsable entièrement de ce qui arrive. Et si on me demande de justifier, elle est toute prête, la justification, mais il l'a vécu, mais elle l'a vécu. Vous êtes obligé de me croire. Là, on est dans un autre pacte. On est dans un autre pacte. Si vous n'y croyez pas, c'est ma faute. Ça n'est que ma faute, parce que François Sandre n'existe pas. Et donc, je voulais assumer cette fois, même si le lecteur n'a pas lu mes autres livres et qu'il
peux pas comparer. Pour moi, c'était important de rappeler que c'est moi qui suis aux commandes et que ce pacte fictionnel, il est fait avec moi, pas avec quelqu'un qui préexiste et qui m'a donné son histoire. C'était aussi un moyen pour moi de rappeler que ce que j'enlève, ce que j'ôte au personnage, ce dont je l'accable, eh bien c'est aussi moi qui l'en console. Et donc, c'était une façon de rappeler à quel point l'imagination, ça peut sauver, parce que c'est vrai que je lui enlève ses bras, c'est cruel, c'est très dur, mais je lui offre quelque chose qui me semble être le vrai trésor, qui est l'imagination, qui lui donne plus que des bras. D'ailleurs, je repense au docteur Gutmann qui en avait lui aussi, puisque j'ai vu un documentaire sur le handisport dont vous m'aviez parlé, je crois, Rising Phoenix. C'est superbe, ça, voilà. Je conseille à tout le le voir. C'est assez extraordinaire. Rising Phoenix. Comme histoire. Ouais. Et on apprend que donc, le docteur Gutmann, après la nuit du 9 novembre 1938, en Allemagne, va accueillir dans son hôpital des juifs qui, cette nuit-là, se sont fait agresser, tabasser, etc. Et puis, des soldats nazis vont débarquer à l'hôpital, donc on l'appelle, il vient, et là, il va inventer 60 diagnostics pour les sauver, pour dire non, ils n'étaient pas dans la rue, là, lui, il est malade de ceci, de cela. Donc, je veux dire, là, c'est bon, dans un cadre extrêmement tragique. Non, mais grand classique du sauvetage des Juifs et puis de plein d'autres gens, d'ailleurs, pendant la Deuxième Guerre mondiale. On a sauvé beaucoup d'enfants comme ça aussi. Oui, en effet. L'imagination, mais alors là, en plus d'une vivacité extraordinaire, parce que il faut qu'elle s'exerce en un claquement de doigts. Voilà, c'est ça. Il faut être très actif. Oui, c'est très juste ce que vous dites. Peut-être une toute petite dernière question à propos d'un personnage tout à fait secondaire dans ce roman, mais qui m'a intéressée, qui est peut-être un autre genre d'athlète, même si je ne sais pas s'il existe encore aujourd'hui. C'est l'écrivain public. Ça m'a beaucoup intéressée parce que François, il veut écrire, il ne peut pas écrire, donc il demande à un écrivain public d'écrire pour lui. Et ça m'a rappelé... écrire des lettres d'amour. Écrire des lettres d'amour, oui, non, c'est très, très important. Et ça m'a rappelé ce que Jeanne Balibar disait de Barbara. Elle disait, c'est un écrivain public de la déclaration d'amour, Barbara. Ah oui, c'est le messager, hein, c'est celui qui porte la parole... pour celui qui ne peut pas la dire, qui ne peut pas l'émettre. Alors François, c'est bien lui qui forme des phrases. Elles sont consignées par l'écrivain public, mais en tout cas, il a ce rôle, en effet, extraordinaire d'être l'intériorité de François qui ne peut pas s'exprimer sans lui. Grâce à l'écrivain public, pour la première fois, François, qui a été aux mains de tous ces gens, de la tierce personne, des médecins, des appareilleurs, des rééducateurs, de la famille... tous ces gens qui sont des aidants, hein, mais qui n'y arrivent pas forcément, et auxquels je donne la parole. Donc ce sont des espèces de points de vue qui tournent autour du corps de François, et c'est toujours les autres qui parlent de François, c'est toujours les autres qui le regardent. Et pour la première fois, quand il va chez l'écrivain public, il dit « je », parce qu'il dicte une lettre dans laquelle c'est lui qui parle, et c'est ce « je » qui arrive dans sa bouche pour la première fois, c'est lui qui parle de lui. Donc cet écrivain public, il a vraiment un rôle fondamental qui est celui de le faire sujet. Celui qui écrit est un sujet. On va terminer là-dessus. Valentine Gobi, merci beaucoup. La nuit plaque des rectangles noirs aux vitres de la piscine. Face au bassin se tient François, très droit, immobile, pieds nus écartés sur le carrelage froid, dans l'odeur du chlore et le fracas d'un plongeon. Il contemple les tremblements des plafonniers à la surface, les lignes brisées du carrelage au-dessous,
et l'écho d'archaïques métamorphoses résonne en chacun de ses muscles, de ses os, en injonctions contradictoires. Il remonte le temps au-delà de sa conscience jusqu'à ce point du paléozoïque après lequel les nageoires deviennent membres, phalanges, doigts, ou à cette phase de sa propre évolution où il n'est que tétard dans le ventre de Mum. Il retourne à l'eau, la grande matrice. Il se dit que depuis 1 an, depuis le jour de Bale, de toute façon, il a changé d'espèce. C'est le jour de Bale. François éteint le réveil, saute illico du lit. Il tend le bras vers la chaise, enfile en grelottant son pull, son jean, lasse ses chaussures dans les carrés de lumière que le réverbère couche au plancher. Sa caille est sec. Il s'en fout. À l'intérieur, il brûle du corps de Nin surgé en rêve. 6 litres de sang très rouge irriguent parfaitement son corps de 22 ans, pulse à travers 100 000 kilomètres de vaisseau. Il gratte au carreau des dentelles de glace. Avec sa manche, il fait un rond sur la vitre, scrute le thermomètre extérieur. -12. Dans quelques heures, il oubliera son rêve incandescent, la glace étoilée, le mercure rétracté dans l'ampoule. Il n'y a pas de témoin, ni Sylvia, ni Mom, ni son père. Ils dorment. Lui, un Big Bang s'apprête à le traverser. Le temps de les écrire, chaque geste de François s'évanouit de la mémoire du monde. Elle n'aura jamais eu lieu, cette cavalcade heureuse. Ses genoux plient sans effort, les rotules bien articulées aux tibias et fémurs, liés par des tendons souples, solides comme des cordes de piano. Nin, Nin, Nin. Elle bat dans ses tempes, cette fille dans sa gorge, son sexe. Il veut que le soleil le cogne comme une évidence tout à l'heure, alors qu'elle prépare le café derrière la fenêtre de sa cuisine au 6e étage. Il a repéré l'échafaudage installé pile en face, il grimpera jusqu'au toit. Dehors, c'est blanc et verni. Il marche, les poings au fond des poches, les jambes jeunes et sûres. Ses plantes de pied transmettent à son cerveau la nature du sol, sa fiabilité, le degré précis de la pente. À Pont-Thierry, il y a une mer de glace pareille qu'à Chamonix. François l'a vu. On a d'inhabiter la banquise sous le pont de Melun. Il oubliera la mer de glace et la banquise. Février 56 se changera en trou noir. Devant l'échafaudage, François balance ferme ses bras d'avant en arrière, fait circuler le sang pour assurer ses prises. Ses pieds, ses mains fourmillent. Quoi qu'il arrive, ce corps obéit, sec, fort, élastique. Ses articulations se mettent en branle, servent son désir, il y pense même pas. François s'élève dans le jour naissant. Il prend appui sur la moise glacée, glissante, attrape un montant, pose à peine la pointe du pied sur la diagonale et se hisse, léger, d'une console à l'autre, ouvrant et refermant ses doigts gantés sur les barres d'acier, l'instinct guidant ses jambes 1 étage, 2 étages en façade, montant vers la lumière à la force des phalanges, de la pince de ses doigts dont la genèse s'ancre loin in utero, l'outil fondamental, sans elle point de projet ascensionnel. Il atteint le toit, l'aurore en face. Nin s'approche de la fenêtre, cherche au dehors. François sourit. 20 muscles de son visage s'y appliquent. Maintenant, la rue scintille de reflets diamantins. Il va retrouver le camion porte de Clichy. Il a congé intempéries, il part pour les Ardennes donner un coup de main à un cousin dans une scierie près de Charleville-Mézières. Le camion roule à 40 pendant des heures, à demi plongé dans le brouillard. François oubliera le moteur soudain poussif, le juron de Toto qui appuie en vain sur l'accélérateur. Le camion ralentit comme un jouet mécanique en bout de course qui d'un coup s'arrête et ne redémarre plus. Toto frappe la carrosserie. Faut chercher de l'aide. Il peut pas laisser ces 10 tonnes de ferraille sous bâche. François doit y aller. Lui, il l'attend ici. Et tarde pas. On se les gèle.
François marche dans une forêt de contes, traversée de bruits nocturnes. Il voit au loin des caténaires bien espacés, un chemin d'aiguilles contre le ciel. Il y a des rails là-bas. Les rails, c'est plus facile pour marcher et ça croise des gares où demander de l'aide. À un moment, il aperçoit une voie de garage, un groupe de wagons immobiles. Il se dit, je vais grimper sur un wagon, tenter de situer le camion et la prochaine gare. Une fois assis sur le toit, face au paysage sans relief, blanc sur blanc, sauf la masse des bois, il est dans une estampe. Il se met debout. Une seconde encore, l'hippocampe est intact. Il contient tous les sons, gestes et pensées qui précèdent depuis l'aube, depuis des semaines, depuis le début de l'hiver sibérien, depuis Nîmes. François lève les bras plus haut que la plaine, que les arbres, que le fleuve. Une déflagration fracture le ciel. Le corps de François s'arc en fausse beurre au-dessus du wagon, prêt à franchir une barre de saut imaginaire. Son cerveau brûle si violemment qu'il l'ignore. Nous sommes seuls devant la Seine. Pas un corbeau ne survole la plaine. C'est à 5 heures du soir qu'il s'est décidé à partir, racontera Toto à l'officier qui tente de constituer un rapport. La nuit était tombée depuis un moment, Toto était transillé à court de cigarettes. Qu'est-ce qu'il foutait cet imbécile de Parigot ? 3 heures qu'il l'attendait, ses doigts brûlaient de froid, il n'allait pas passer la nuit dans la cabine quand même, et pas question de laisser le chargement. À ce moment de la déposition, il reviendra légèrement en arrière. Il aura oublié quelque chose et ça les intéresse peut-être. Il se rappelle un bruit bizarre. François était parti depuis 20 minutes ou pas loin. Il y a eu un claquement formidable dans le ciel. Type coup de feu en plus fort. Toto a cherché du regard un chasseur, de la fumée. Il n'a rien vu. Il a appelé. Il y a quelqu'un ? Eh oh, il y a quelqu'un ? Il voulait pas se faire tirer dessus, il manquerait plus que ça. Le lendemain, dira Toto, j'ai pu repartir jusqu'à Charleville. Et je suis passé voir Georges à la scierie. Ton cousin, je lui ai dit. Il s'est envolé en me laissant dans la panade, l'intérêt d'avoir une bonne raison. Je précise que les ouvrages de Valentine Gobi et de tous les auteurs rencontrés au cours de ces 10 émissions sont disponibles dans votre médiathèque Les Silos et au sein de vos librairies indépendantes bien sûr. Merci de nous avoir suivis, belle lecture à tous et à bientôt pour le prochain Salon du Livre de Chaumont. Merci.